Voilà. Est-ce que vous voyez bien mon écran marqué comment construire un modèle économique cohérent pour son asso? C'est bon, ouais. Donc, bienvenue à toutes et tous pour ce webinar organisé en partenariat avec la Cité des métiers et Assopreneur. On, on va commencer par se présenter. Donc, merci pour votre présence déjà. Hop. Et vous êtes dans un module qui fait partie du programme de formation à l'assopreneuriat de l'association Assopreneur. Et en fait, ça fait partie d'une méthode globale, qui est une méthode pour pérenniser une association en quatre grands piliers. Donc, pour ma part, bonjour, moi je m'appelle Claire, je suis la co-DG fondatrice de l'association Assopreneur. Vous avez une membre du programme Assopreneur qui est là. Coucou. Voilà. Donc, si vous voulez lui poser des questions, il ne faut pas hésiter dans le chat. Et ça fait 20 ans pour ma part que je dirige des associations et ça fait 8 ans que j'ai créé que j'ai choisi d'entreprendre dans l'intérêt général avec la création d'une association. Et cette association Assopreneur est là pour soutenir toutes les personnes qui, elles aussi, veulent entreprendre dans l'intérêt général. Donc voilà. Donc pour nous, pour moi, c'est pas normal qu'il soit si difficile de pérenniser une association. Pour moi, c'est pas normal que entreprendre dans l'intérêt général rime trop souvent avec souffrance, précarité. Voilà, ça, c'est pas possible. Je suis persuadée que l'intérêt général change le monde. Mais pérenniser une asso, bah, en fait, c'est un défi immense. Ça demande du temps, de l'énergie et aussi de l'expertise et parfois donc de se former. Et c'est le rôle d'assopreneur d'être là pour vous outiller, vous former, vous aider, vous accompagner. Parce que oui, il est possible d'entreprendre en association et de créer son emploi et donc d'avoir un salaire pour vivre dans le respect de l'intérêt général. Voilà, on a accompagné plus de 700 personnes en 5 ans. On a à peu près 20 nouvelles personnes qui nous rejoignent chaque mois dans la communauté. On est partout en France, sur toutes les causes. On accompagne sans aucune sélection, sans critères. Donc, si vous avez envie d'entreprendre dans l'intérêt général ou si vous êtes déjà lancé, rejoignez-nous avec grande joie. Et ça, c'est la méthode des quatre piliers pour pérenniser une association, même si vous ne rejoignez pas. Gardez cette méthode, en gros, pour qu'une association soit pérenne. On a besoin de pilotage et gouvernance, on a besoin d'une stratégie, d'un modèle économique cohérent, on a besoin d'un programme d'action concret avec des livrables utiles, et on a besoin de communauté, d'animer notre communauté de façon dynamique et de faire du réseau, du relationnel. Voilà, donc là maintenant je me suis présentée, j'ai présenté rapidement à Sopreneur, et bien je vais vous proposer à votre tour de vous présenter et on va le faire dans le chat. Donc c'est parti, je vais vous inviter dans le chat à indiquer une phrase pour votre fonction si jamais vous êtes dans une association, hein, par exemple, une phrase pour la cause de votre asso ou si elle n'est pas créée, ce que vous avez envie Bonjour, de faire. Rebonjour, on est en plein bonjour. bonjour. On est en plein Webi, je vais couper votre Ouais, son. là, Il faut que je coupe votre son, je suis désolée. Bienvenue Popote, j'espère que vous m'entendez. là, Oui, vous m'entendez? oui, je vous entends, oui. Mais Oui, moi, je vous entends pas, hein. je suis désolée, je suis désolée, je suis toute seule en plus là, donc C'est je quoi suis ça? désolée. Vous Mais avez... là, moi, j'ai réactivé. comment Voilà. Recoucou à toutes et tous si vous nous rejoignez sur ce replay. On continue, on a fait la photo de groupe, on a fait le tour de table et on va aller plonger dans le cœur du sujet qui est le modèle économique. Alors, je ne vois pas le chat parce que je partage mon écran. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à lever la main avec les réactions de Zoom et sinon, de temps en temps, je ferai une petite pause pour aller voir les questions dans le chat. Voilà. Je vous remercie. On est ensemble jusqu'à 16h30, donc on a 1h15. Et j'ai enregistré le replay qui pourra vous être envoyé par la Cité des métiers. Donc, euh, il faut que les assos trouvent le bon modèle économique. Ça, c'est une phrase. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu cette phrase. Vous pouvez me le dire dans le chat si vous avez déjà entendu cette phrase. Moi, ça, c'est une phrase que j'ai entendue, mais alors genre 1 million de fois. À chaque fois qu'une asso va se créer ou qu'on parle de son développement et de sa stratégie, à chaque fois on dit il faut trouver le bon modèle économique. Mais en fait, c'est pas ça la bonne phrase. Parce que il y a seulement deux modèles économiques pour une association en France. C'est soit le respect de l'intérêt général, soit la fiscalisation. Et on va voir ces deux modèles économiques, l'un ou l'autre, justement aujourd'hui ensemble. On va voir comment les distinguer et comment choisir en fait. Voilà. Donc, ces deux modèles économiques, ils sont super simples. C'est juste qu'en fait, ils sont inconnus. Personne n'a jamais été formé à l'économie de l'intérêt général. On n'a pas été formé à l'école, on n'a pas été formé dans les films, dans les livres, dans les séries, dans la culture, on n'a pas été formé à ça. Toutes et tous, on est formé
et informé sur l'économie lucrative classique. Je vends un produit ou un service au bon prix, au bon client, avec le bon message, au bon moment. Ça, on sait faire. En revanche, l'intérêt général, personne n'a été formé. C'est pour ça qu'en fait, dans votre entourage, vous allez voir qu'avec votre asso, et vous le vivez certainement déjà, que personne ne comprend ce que vous faites et que personne ne sait vraiment de quoi il ou elle parle. Donc, surtout méfiez-vous de ce qu'on vous dit. Méfiez-vous quand on vous fait peur en vous disant vous n'avez pas le droit de faire ci, vous n'avez pas le droit de faire ça. Ben, venez dans Assopreneur vérifier toutes les infos ou renseignez-vous auprès d'une maison des associations. Mais surtout, attention à ce que vous voyez en ligne sur le web. Il y a parfois beaucoup de bêtises. Alors, je continue. Et n'hésitez pas à mettre vos réactions et vos questions dans le chat. Donc ça, j'en ai parlé. Hop. Je continue. Voilà. Donc, le modèle économique de la lucrativité que tout le monde connaît, en fait, il s'applique pas à nous. Nous, avec les associations, on est dans un autre monde, celui de l'intérêt général. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment vous allez pouvoir répondre aux personnes qui vous disent que votre association ne sera jamais pérenne et qu'une association, ça permet pas de faire ci, ça permet pas de faire ça. Ça, c'est des croyances limitantes et des préjugés, des idées reçues sur les associations. Alors, c'est parti. Au programme aujourd'hui, ce que l'on va voir. Et je vais aussi envoyer le lien du diaporama à la Cité des métiers. Donc, vous pourrez aussi disposer de la présentation et vous pourrez aller retourner voir si ça vous intéresse les différents slides. Donc, on va voir on va revoir très rapidement les quatre piliers. On va voir quelle est la place des assos dans l'ESS, comment on respecte l'intérêt général dans ton asso. On va regarder les deux fameux modèles économiques, intérêt général et fiscalisation. Et selon le temps que l'on a, parce que ça va dépendre aussi des questions peut-être, on verra comment on peut différencier les actions solidaires des actions commerciales dans notre asso et comment on peut transformer une action solidaire en action commerciale. Et on verra la notion de calcul de coût commercial théorique. Parfois, peut-être que je dirai un petit peu vite sur certains éléments, mais vous pourrez retourner voir le diaporama. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes? Est-ce que j'y vais? Yes? Vous êtes là? Ariane dit oui dans le chat. Super. Merci beaucoup. Alors, c'est parti. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, modèle économique? Déjà, vous pouvez mettre dans le chat ce que ça veut dire pour vous, un modèle économique. Quand je dis ces mots-là, à votre avis, qu'est-ce que c'est? À quoi ça fait référence? Vous pouvez me mettre dans le chat. C'est quoi un modèle économique? Allez, j'attends au moins une réponse avant de commencer, avant de continuer. C'est quoi un modèle économique pour vous? Il n'y a pas de mauvaise réponse, hein, c'est pour savoir ce que ça vous évoque. Ariane, pour toi, un modèle économique, ça pourrait être un plan financier pour pérenniser l'association. Ça en fait carrément partie, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres mots qui vous viennent pour modèle économique? Oluwafemi, tu nous dis c'est comment on gagne de l'argent ou on crée de la valeur. Génial, vraiment. Maya, pour toi, ça pourrait être un business plan. Ok, carrément, ouais, merci. Merci pour vos retours. Si vous voulez me mettre dans le chat, continuer à en discuter, n'hésitez pas. Donc en fait, le modèle économique, pour moi, et ce dont je vais vous parler aujourd'hui, du coup, c'est la façon dont on va aller collecter plus d'argent qu'on en a besoin pour fonctionner dans notre association, pour que notre association puisse réaliser son impact et qu'elle puisse aussi mettre un peu de côté chaque année. Et Ronald, pour toi, c'était la représentation du produit que tu vas vendre. Ok, alors là, je vais vous proposer que dans ce modèle économique, on va vraiment parler de comment on va aller chercher l'argent, enfin, ou comment on va aller collecter l'argent et qu'est-ce qu'on a le droit de faire. Où. Donc, le modèle économique de votre asso, ce que vous avez le droit de faire et où, dans quelles conditions vous allez chercher l'argent, eh bien, votre modèle économique, il va dépendre d'une seule chose, en fait. D'une seule chose. Comment faire le choix entre les deux? Eh bien, c'est la situation de votre association au regard de l'intérêt général. Cette notion d'intérêt général, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Est-ce que vous êtes déjà posé la question dans votre asso? Je veux bien que vous me disiez dans le chat, parce que c'est ça qui va tout changer. Il faut que vous sachiez, en fait, si votre asso respecte les conditions de l'intérêt général. C'est la première question à se poser. Avant même de faire une recherche de fonds, avant même de se dire comment je vais trouver l'argent, il faut savoir ça. Parce que c'est ça qui va déterminer si vous êtes en intérêt général ou si vous ne pouvez pas y être et donc vous êtes en fiscalisation. Voilà. N'hésitez pas à me dire si votre asso, vous souhaitez qu'elle respecte l'intérêt général dans le chat. Et je continue pendant ce temps. Donc, un tout petit mot rapidou sur la place des assos dans l'ESS. Est-ce que vous savez ce que veut dire ESS? Allez, je vous fais participer à fond, hein, si c'est possible pour vous. Qu'est-ce que c'est, à votre avis, ESS? Maya, l'économie sociale et solidaire. Yes!
Et Ariane, oui, on apprend la différence quand on en fonde une. Eh ben, super, trop bien. Et Zaki, un exemple de collecte de fonds pour poursuivre les activités de l'association. D'accord. Je suis pas sûre d'avoir compris, Zaki, si jamais c'était une question ou si tu voulais parler de ESS. Mais n'hésite pas à préciser. Donc oui, l'ESS, c'est l'économie sociale et solidaire. En fait, les associations ont de plein droits, on fait partie de cette fameuse ESS. C'est c'est une loi, en fait. Il y a différents statuts juridiques dans cette loi ESS. Et vous allez voir, donc je vous le mets là. La belle loi, elle est là si vous voulez la regarder. C'est une loi qui date du 31 juillet 2014, donc ça fait dire que on a passé les 10 ans en 2024, et là on entre dans la 11e année de la loi ESS qui a déterminé qui faisait partie de l'économie sociale et solidaire. Et donc il y a en fait 5 familles de statuts juridiques qui en font partie. Elles sont ici. Nous, les associations, on est les premières à en faire partie de plein droit. Mais il y a aussi des fondations, et il y a aussi des fonds de dotation. Je les ai mis ici parce que c'était plus récent. Et il y a des mutuelles à but non lucratif, il y a des sociétés coopératives qui en font partie, et des entreprises commerciales dites d'utilité sociale qui donc respectent l'économie sociale et solidaire. Et il y a 4 principes fondateurs pour cette ESS. Avoir une gestion démocratique, avoir une utilité collective ou sociale du projet, mixer les ressources. Je vous rassure, mixité des ressources, ça n'est clair pour personne. Et non-lucrativité individuelle, en fait, c'est pas vraiment vrai. C'est une lucrativité limitée parce que les entreprises commerciales sociales ont une très belle lucrativité. Alors, il n'y a que les associations qui n'ont pas de lucrativité. Et donc, la notion de lucrativité, on la verra juste après. N'hésitez pas si vous avez des questions sur le SS. Donc, à votre avis, les associations, dans les familles qu'on vient de voir là, les associations ici, là, elles représentent quel pourcentage du total des actrices de l'ESS? La part des associations dans l'ESS en pourcentage de 0 à 100, à votre avis, c'est combien? Par rapport à tout le monde, nous, on prend quelle place, les associations dans l'ESS? Maya, tu dis 80%? C'est plus? C'est plus que 80%. Allez, une deuxième personne qui ose proposer. PK, tu dis 90%. Eh bien, c'est plus, j'allais dire. Ariane, 95, c'est encore plus! Je vous montre. Vous allez voir, c'est dingue, en fait. Hop, je continue. La réponse, c'est on représente plus de 98%. Voilà, Zaki, exactement, tu l'avais, c'est ça. 98%. Les associations représentent 98% de l'ESS. Voilà. Et les entreprises commerciales dites sociales, elles représentent seulement 0,02%. Donc, il y a un moment, quand on parle de ESS autour de vous, souvent, on a tendance à lier ESS avec entreprise commerciale sociale. Mais en fait, c'est pas la, la grande majorité de l'ESS, ce sont nous, les associations. Donc, moi, je milite pour qu'on crée une loi de l'économie de l'intérêt général pour séparer tous les actrices, tous les statuts juridiques de l'intérêt général et laisser l'ESS aux entreprises commerciales sociales qui seront entre elles. Parce qu'en fait, dans l'ESS, on met ensemble des statuts juridiques très différents, des modèles éco différents, des lucrativités différentes, et des façons d'aller chercher l'argent différentes. Et donc, c'est pas du tout normal, ça crée un gros fourre-tout qui va pas du tout. Voilà. Alors, il y a 3 grandes économies qui existent. L'économie lucrative classique, où on vend un produit, un service avec un prix, avec une marge et tout. L'économie sociale et solidaire, on l'a vu, où nous, on représente 98%. Et donc, moi, je demande à ce qu'on crée l'économie de l'intérêt général, pour qu'on puisse être, au moins qu'on existe, parce que souvent, les associations sont très invisibilisées dans toutes les lois et dans la société civile, malgré tout le travail magnifique qui est fait. Alors, la notion de lucrativité, c'est important qu'on en parle. La lucrativité dans notre monde de l'ESS, il y a 2 niveaux de lucrativité. Il y a la lucrativité des dirigeants bénévoles d'une asso et il y a la lucrativité du modèle économique. Voilà. Donc dans l'associatif, nous, nos dirigeants bénévoles déclarés nos dirigeants doivent être tous bénévoles et ils ne peuvent pas se répartir le résultat positif de l'année. C'est ça en fait la lucrativité. Donc voilà. Donc quand on est d'intérêt général, eh bien on ne se met pas d'argent dans les poches. Il n'y a pas de monnaie dans les poches, en fait. Alors que dans une entreprise commerciale ou une société même sociale, eh bien, le résultat positif de l'année est repartagé aux personnes qui détiennent l'entreprise, qui sont propriétaires, actionnaires de l'entreprise, dirigeants de l'entreprise. Il n'y a pas de jugement de valeur de ma part, c'est juste pour vous expliquer la différence, en fait, entre les statuts juridiques. Alors, c'est parti. Je continue. Donc, la notion de non-lucrativité de l'activité, nous, les associations, en fait, notre activité doit rester non lucrative. Donc, ça veut dire que les ventes commerciales dans une association ne doivent pas dépasser 25% max
du total des ressources collectées par notre asso dans l'année. Voilà. Et ça, c'est une des conditions du respect de l'intérêt général, notamment. Mais on va y revenir juste après. Je continue. Donc, à votre avis, il y a combien d'associations qui sont actives en France? On est combien, toutes et tous, en France? Là, je voudrais un nombre, à votre avis, combien d'associations il y a en France? Allez, combien il y a d'associations actives en France? Ariane, tu dis, oula, c'est plus. Combien d'associations actives existe-t-il en France, à votre avis? Et c'est pas grave, hein, de pas, on s'en fiche, si vous mettez pas la bonne réponse, c'est pas grave. 1 million d'IPK, c'est plus. 70 000 dit Ronald, c'est plus. On repart sur 1 million, plus. C'est plus qu'1 million. 5 millions d'IPK, ah, j'aurais adoré. Bon, allez, c'est moins. C'est 300 000 dit Chourak. Dit Olivia, c'est plus. C'est 1 500 000. On est 1 500 000 associations actives en France. Et à votre avis, parmi ces 1 500 000, combien d'entre elles respectent l'intérêt général? Donc, dans les 1 500 000, impressionnant, dit Ariane. Mais oui, c'est vrai qu'on ne le sait pas, en fait. Vous voyez à quel point on est invisible alors qu'on est hyper nombreux et nombreux. Donc, parmi les 1 500 000 associations qui sont actives en France, combien d'entre elles, en pourcentage, respectent l'intérêt général, les conditions de l'intérêt général? Olivia, tu dis 20%. C'est plus. Je fais juste le prix pour les personnes qui ont connu cette vieille émission. Donc, c'est plus que 20%. Combien d'associations respectent l'intérêt général? 70% disent acquis, c'est plus encore. Vous pouvez y aller, vous pouvez monter. Hop, hop, hop. On peut monter encore, encore. Combien? 99 et 90 disent Maya. 85 dit Olivia. On a eu quasiment la bonne réponse. C'est 92%. Donc 92% des assos en France respectent les conditions de l'intérêt général. Il y a seulement 8% des assos qui ne se respectent pas et qui donc sont assujettis. Et voyez là, c'est la répartition du fameux des deux modèles économiques dont je parlais. Donc il y a 92% des assos qui respectent et qui ont donc un modèle économique d'intérêt général. Et il va y avoir 8% des assos qui ne vont pas pouvoir et donc ont un modèle économique de fiscalisation. Voilà la répartition. Donc, à votre avis, qui va pouvoir vous définir les conditions de votre intérêt général? Qui va dire si oui ou non vous êtes d'intérêt général? Qui dit ça? Ou comment on fait pour être d'intérêt général? Et vous pouvez me dire, je ne sais pas, si vous ne savez pas. Encore une fois, si vous ne savez pas, c'est presque normal parce que vous n'avez jamais été formé à ça, hein. Personne certainement ne vous l'a expliqué. Ronald, l'URSSAF. Eh bien, en fait, c'est pas l'URSSAF, mais ça dépend du gouvernement. Donc, c'est pas loin non plus. Ariane, quand on fait la demande de création d'une asso, eh ben en fait, non. Quand on fait la demande de déclaration d'une asso, c'est pas du tout lié à notre intérêt général. On va créer une association, la déclarer sur servicepublic.fr, et ça va être publié au journal officiel, mais c'est pas ça qui va faire que oui ou non on est d'intérêt général en fait. La chambre de commerce, merci Olivia d'avoir proposé ça, et en fait c'est pas du tout la chambre de commerce. Et l'agrément ISUS, c'est encore autre chose. Ok, alors je vais vous expliquer, mais merci d'avoir proposé. Qui définit les conditions de l'intérêt général? Ce sont en fait les impôts. Ce sont les impôts. Parce que, en fait, quand vous respectez l'intérêt général et les conditions données par les impôts, votre asso a le droit de faire un cadeau à vos donateurs et donatrices. Ce cadeau, on le connaît souvent parce que quand on est donateur nous-mêmes d'associations, on en a reçu. Le cadeau que l'on peut faire quand on respecte l'intérêt général, c'est la défiscalisation. Vous allez pouvoir donner un reçu fiscal à vos donateurs. Vous voyez, pour que votre asso ait le droit de donner un reçu fiscal à ses donateurs et donatrices, il faut respecter les conditions de l'intérêt général qui ont été définies par le Code des impôts. Maya, l'agrément ESUS, en fait, je reprends une petite seconde là-dessus. L'agrément ESUS, 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 ça veut dire entreprise solidaire d'utilité sociale. L'agrément ESUS est en fait un agrément que peuvent passer les entreprises commerciales qui voudraient faire partie de l'ESS. Elles vont s'engager à avoir un tout petit peu moins de lucrativité. Et c'est un agrément que peuvent passer les assos si elles le veulent aussi. Sincèrement, l'agrément ESUS, ça sert pas à grand-chose de le passer quand on est une association d'intérêt général, qui respecte l'intérêt général. Tant qu'on n'a pas de salariés, c'est pas très, très intéressant de le passer. Dès qu'on a des salariés, dès que notre asso est employeuse, oui, ça peut être intéressant de le passer. Parce que ça demande un petit peu de temps, puis parfois il faut se former, ça peut coûter un peu d'argent. Voilà. Donc je continue. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Donc comment on respecte les conditions de l'intérêt général? Eh bien en fait, vous devez vous auto-évaluer. Il n'y a pas besoin d'aller voir, il n'y a pas besoin d'aller voir les impôts ni rien du tout. Surtout faites pas ça, allez pas voir les impôts. Pour savoir si vous avez le droit d'être d'intérêt général, vous devez vous auto-évaluer en bonne foi. Voilà.
Et la notion de rescrit fiscal, est-ce que vous avez déjà entendu ce mot, rescrit fiscal? Est-ce que vous avez déjà entendu ce mot rescrit fiscal? Je ne parle pas de reçu fiscal, hein, parce que rescrit, reçu, ça se ressemble. Reçu fiscal, c'est quand un donateur vous fait un don et que vous pouvez lui donner un petit cadeau de défiscalisation. Et rescrit fiscal, c'est en fait, alors, le rescrit fiscal, c'est le fait d'aller voir les impôts, de dire coucou toc toc les impôts. C'est si jamais vous n'arrivez pas à vous auto-évaluer, eh bien, dans ce cas, effectivement, il faut demander à un avocat de vous auto-évaluer. Et si l'avocat n'arrive pas à vous auto-évaluer, alors là, vous pouvez, c'est en gros, vous voyez, le dernier recours. Si vraiment personne n'arrive à vous auto-évaluer, si le doute est tellement gros, alors vous allez demander aux impôts, coucou les impôts, peux-tu me dire si oui ou non je respecte l'intérêt général? Donc ça veut dire que quand vous allez faire toc-toc aux impôts, vous voyez comment vous arrivez là sur votre front, c'est marqué presque coupable. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas aller toquer aux impôts pour l'intérêt général. Faites votre auto-évaluation, faites-la avec nous si vous êtes membre, comme c'est le cas de plusieurs personnes ici, ou faites-le en regard des conditions, ou faites-le avec un avocat. Et si vraiment, vraiment personne n'arrive à le faire avec vous, alors oui, vous irez voir les impôts, mais pas en premier, parce que ça pique, hein, c'est un peu dangereux. Donc, comment réaliser son auto-évaluation? Eh bien, vous devez le faire en fonction des critères. Donc là, c'est ce que je viens d'expliquer, là, le doute, le redoute. Voilà, on fait d'abord ensemble, après on fait avec un avocat, et après, si vraiment on n'y arrive pas, on y va. Donc en fait, si jamais on vous parle de rescrit fiscal dans votre vie d'assopreneur autour de vous, si quelqu'un vous dit, ah, il faut que tu demandes le rescrit pour avoir le droit de donner des reçus fiscaux, parce que tout le monde dit n'importe quoi là-dessus, eh bien, attention, rappelez-vous de ça, le rescrit fiscal, c'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique. Et c'est même dangereux. Voilà. Donc, le rescrit fiscal, on oublie. Ce qu'il faut retenir, c'est l'auto-évaluation. Alors, je vais passer sur comment réaliser son auto-évaluation. Je vais pas détailler tout ça parce que ça prend beaucoup de temps, mais je vous ai fait des slides pour qu'il y ait toutes les étapes aussi ici. Donc, vous pourrez, si jamais vous voulez le faire pour votre asso, il vous suffira de retourner voir les slides et puis de le faire étape par étape. Voilà. Ou le mieux, c'est de venir dans Assopreneur et on le fait avec vous, on vous aide et on vous donne un modèle. Donc voilà, votre asso devra présenter un caractère, un certain caractère. Voilà, sur les caractères, il y a certains caractères qui peuvent respecter l'intérêt général, c'est le gouvernement qui les définit. Soit vous êtes dedans, soit vous n'y êtes pas, et vous ne pouvez pas négocier. C'est comme ça. Il faut remplir tous les critères. Après, votre asso devra avoir une activité non lucrative. On en avait un petit peu parlé tout à l'heure. Ça veut dire que c'est pas votre bénéficiaire qui paye ce que vous faites pour lui. En gros, dans l'intérêt général, souvent, ce qu'on fait pour nos bénéficiaires, les personnes ou les êtres vivants qu'on accompagne ou qu'on aide, c'est souvent pas eux ni elles qui payent ce qu'on fait. Si quelqu'un paye 100% du vrai prix, alors c'est un client et c'est plus de l'intérêt général. Voilà. Je vous laisserai revenir là-dessus. Et donc, je le disais que les ventes commerciales, quand on est une association, on a le droit de faire des ventes commerciales avec un prix commercial, avec une marge commerciale. On a le droit d'en faire, comme le ferait une entreprise, mais c'est limité. On n'a pas le droit de faire 100% de notre collecte de fonds avec ça. On a le droit de faire seulement 25% max par an de ventes commerciales, et donc on doit faire 75% de recherche de fonds dans la philanthropie. Notre asso doit avoir une gestion désintéressée. Ça veut dire que nos dirigeants bénévoles ne sont pas payés, notamment. Et notre asso doit s'adresser à un cercle non restreint de bénéficiaires. Voilà, il faut s'adresser à un cercle étendu de bénéficiaires. Ça, ce sont les quatre conditions principales pour respecter l'intérêt général. Et après, vous devez vous demander, est-ce qu'il existe des entreprises qui proposent les mêmes activités, les mêmes produits, les mêmes services que votre asso? En gros, il faut vous demander, est-ce que mon asso entre dans le champ concurrentiel? Si votre asso n'entre pas dans le champ concurrentiel, alors on s'arrête là et les quatre critères que j'avais dit juste avant suffisent. Si votre asso entre dans un champ concurrentiel, ça veut dire s'il y a des entreprises qui font la même chose que vous, bien sûr, elles ne le feront pas à un même prix, elles ne le feront certainement pas avec les mêmes personnes, mais si elles font le même produit, le même service, alors il faudra que vous regardiez, que vous alliez plus loin pour creuser, et vous devrez regarder ce qu'on appelle les 4 P. Et là aussi, je vais passer un petit peu vite là, mais je vous ai mis tout dans les slides, donc vous pourrez retourner voir qu'est-ce que c'est que ces 4 P. Voilà. Alors, attendez. Hop. Donc là, si jamais vous entrez dans un champ concurrentiel, il va falloir que vous compariez vos 4P avec ce que font les entreprises de votre secteur. Et il faudra absolument montrer les différences. Donc vous dites, parce que si une association fait tout comme une entreprise, alors elle ne peut pas respecter l'intérêt général. Une entreprise, c'est une structure commerciale lucrative. Une asso, elle est dans un autre monde. Donc si l'asso fait comme l'entreprise, alors elle ne respecte pas l'intérêt général. Enfin, si vous avez des questions ou vous voulez des précisions, vous n'hésitez pas. Donc les 4 P, le premier P, c'était en anglais au départ, les 4 P. C'était les stratégies de marketing. Voilà. Donc les 4 P, ça veut dire le P, ça veut dire produit ou service.
Donc, vous comparez votre produit, votre service, votre action, en fait, à ce que propose l'entreprise concurrente. Et vous notez bien les grandes différences. Ce qu'il faut surtout regarder, c'est les différences. Ensuite, le deuxième P, c'est le public. À qui vous vous adressez? Est-ce que l'entreprise vend et vous avez des bénéficiaires? Est-ce que ce sont les mêmes personnes ou pas? Par exemple, une entreprise, elle va vendre à des cadres sup qui peuvent se payer une très belle presta et vous allez faire la même chose, mais pour des personnes qui sont immigrées ou des personnes qui ont un handicap ou des personnes qui sont éloignées de l'emploi et qui donc sont au RSA ou autres et qui donc vous allez le faire gratuitement pour ces personnes. Mais ça peut être la même chose qui est faite, mais pour des publics différents, à des prix différents. Ensuite, vous allez regarder votre prix. Donc là, je l'ai un petit peu dit juste avant. Quel prix vous pratiquez? Prix, en fait, c'est souvent dans les associations, on est en gratuité pour nos bénéficiaires. Donc peut-être que vous faites payer peut-être une adhésion à l'association, peut-être que vous demandez un don, vous laissez la possibilité de faire un don, mais en tout cas, il ne faut pas que vous fassiez payer le vrai prix. Sinon, ça devient un client et ça rentre dans les 25%. Ça, c'est pas dans l'intérêt général. Donc voilà, comparez ça avec ce qui existe dans votre secteur. Et le dernier P, ça s'appelle promotion. Je vous demande pas de lire maintenant, hein. Je vous ai tout mis dans le slide pour que vous l'ayez, en fait, et vous puissiez ainsi bien reprendre si jamais vous le voulez. Le dernier P, c'est promotion. Voilà. C'est comment vous faites connaître ce que vous faites. Comment vous attirez les bénéficiaires. En gros, les entreprises, elles le font avec un grand coup de pub à la télé, pub sur les bannières, les pubs Insta, tout ça. À l'époque, les 4x3 aussi, sinon, ou les pubs. Voilà. Donc, en gros, il va falloir vous montrer que vous ne faites pas de la pub de la même façon qu'une entreprise. Voilà. Et donc, dans Assopreneur, on vous donne un modèle de testation du respect de l'intérêt général. Et je pourrais le transmettre aussi, et vous pourrez le demander à la Cité des métiers, si vous voulez, pour qu'ils puissent vous l'envoyer. Je vous le donnerai. Et si vous êtes membre Assopreneur, bah, il est dans le programme d'Assopreneur. Donc là, quand vous respectez les conditions de l'intérêt général qu'on vient de voir là, alors vous avez le droit de donner une défiscalisation. Vous donnez une réduction d'impôt sur le revenu si jamais votre donateur est une personne physique, quelqu'un, quoi. Et vous donnez une réduction d'impôt sur les sociétés si votre donateur ou donatrice est une personne morale et notamment une entreprise. Et tout ce qui est fortune, souvent on me demande si, quand on est d'intérêt général, on me demande si on peut donner une réduction d'impôt sur la fortune. Mais non, vous savez, là, il y a eu un changement sur la loi sur l'impôt sur la fortune. Ça s'appelle l'IFI maintenant, et ça, c'est réservé quasiment que aux fondations ou certaines structures, mais pas pour les associations classiques, on n'y a pas accès. Voilà. Donc, et les taux, c'est 66% de réduction, mais tout ça, c'est des détails. Et ça peut monter à 75% sur différentes causes, et notamment, très récemment, là, la cause de la lutte pour les droits des femmes et de la lutte contre les violences faites aux femmes, c'est monté le taux à 75%. Voilà. Si vous avez des questions ou des réactions, n'hésitez pas à me le mettre dans le chat. Là, on vient de faire un point sur l'intérêt général. Alors, Olivia, est-ce que c'est valable aussi pour toutes les associations, même si on ne vend rien? Tu peux préciser ta question? Qu'est-ce qui est valable? Qu'est-ce que tu veux dire? Et en attendant que tu me précises ta question, je continue. Donc, le modèle économique de l'intérêt général, on va commencer par celui-là, et ensuite on verra le modèle économique de la fiscalisation. Donc, le modèle économique de l'intérêt général, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai, il est super simple en fait. Donc, si quelqu'un vous dit, oh, c'est compliqué, une association, nanani, nanana, c'est pas vrai, c'est super simple. Ah, vous avez trois chiffres à retenir en fait. 75, 25 et 6. C'est les trois chiffres à retenir. Donc, le modèle économique de l'intérêt général, il faut avoir fait son auto-évaluation, hein. Ça veut dire que vous avez fait votre auto-évaluation et que vous respectez les conditions. Donc, vous devez faire 75% de votre total de votre collecte de fonds, ça doit venir de la philanthropie. 25% de cet argent-là a le droit de venir de vente commerciale avec marge commerciale, c'est-à-dire de vendre un produit ou un service à un client. Donc, comme le ferait une entreprise, vous voyez, à 25%, vous avez le droit de faire comme une entreprise. Et enfin, vous avez 6 événements par an où, pendant ces 6 événements par an, vous avez le droit de faire autant de ventes commerciales que vous voulez. Et ça n'est pas comptabilisé dans les 25. Vous voyez la nuance? Donc, par exemple, c'est 6 événements par an parce qu'on considère en fait que ce sont des événements qui vous permettent de collecter de l'argent. Ça pourrait être, par exemple, une loterie, une tombola, un loto, une kermesse, un festival, une boutique avec une boutique éphémère, un tournoi. Enfin voilà. Il faut que ce soit un événement qui a une date de fin, une date de début, enfin une date de début, une date de fin, plutôt dans l'autre sens. Et dans ce cas-là, ça ne rentre pas dans les 25%. Voilà le modèle économique de l'intérêt général. Il est simple, non?
N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou pas avec ça. Et donc là, je vous montre le mix le plus représenté dans ce modèle économique d'intérêt général, le mix de recherche de fonds, de collecte de fonds le plus représenté. Donc, en général, pour aller chercher, c'est 75% de philanthropie. Est-ce que le mot philanthropie vous parle déjà? Est-ce que vous avez déjà entendu ce mot, philanthropie? Oui, oui, tu dis Ariane. Ok, ça marche. Donc, n'hésitez pas à me dire si c'est pas le cas. Et Olivia, si tu veux me préciser ta question, n'hésite surtout pas. Ronald, tu dis que oui, tu connais aussi donc le mot philanthropie. Donc la philanthropie, c'est donc ça veut dire le fait de donner de l'argent à des assos pour des organismes d'intérêt général. Et donc, vous allez aller collecter souvent de l'argent. Vous pouvez proposer à vos bénéficiaires, pouvez leur dire, bah, ce que je fais pour toi, c'est gratuit, mais si tu veux me donner quelque chose pour m'aider, tu peux. Ça s'appelle la contribution en liberté et conscience des bénéficiaires, à partir de 0 euros. Il faut que ça soit à partir de 0 euros pour que ça respecte l'intérêt général. Si vous dites aux bénéficiaires, bah tiens, c'est 50 euros, et à partir de 50 euros, tu donnes ce que tu veux, non, c'est plus une contribution d'intérêt général. Faut faire attention. Donc ça, vous avez le droit. Si jamais vous prenez soin d'êtres humains qui ont cette possibilité de donner quelque chose, vous pouvez proposer ça. Vous pouvez bien sûr faire une collecte de dons auprès des particuliers. Donc collecter des dons auprès de votre communauté, collecter des dons auprès de tout le monde. Ça, c'est ce qu'on fait généralement le plus souvent. On fait une collecte de dons une fois par an. Vous avez le Giving Tuesday le premier mardi de décembre, donc souvent c'est le 3-4 décembre, 2-3-4 décembre, où souvent c'est là où il y a le plus d'associations qui font leur campagne de dons annuelle. On sait qu'en France, dans les chiffres de la philanthropie, là où il y a le plus de dons qui sont faits aux assos, c'est entre 15 novembre et 15 décembre à peu près. Mais plutôt 15 novembre et 10 décembre, parce qu'après c'est trop proche de Noël, les gens ont plus de sous, ils ont tout acheté leurs cadeaux, il n'y a plus rien. Donc, si vous voulez faire votre campagne de dons une fois par an, pourquoi pas le faire à ce moment-là, entre 15 novembre et 10 décembre. Mais vous pouvez le faire quand vous voulez, vous avez le droit de faire comme vous voulez. Ensuite, souvent, le soutien financier des fondations et fonds de dotation. Ça, c'est pas toujours connu. N'hésitez pas à me dire si vous faites déjà ça, si vous avez déjà pratiqué tout ça. Et n'hésitez pas à me dire s'il y a quelque chose dans ces trois pistes-là que vous n'avez pas déjà testé. Donc les fondations et fonds de dotation, ce sont les deux statuts juridiques de la philanthropie en France. C'est les deux statuts privilégiés de la philanthropie en France. Et donc là-bas, il y a plein d'argent à aller chercher pour les assos. Ça n'est pas facile, ça prend du temps, il y a une grosse sélection, il faut aller bien regarder, mais c'est vraiment là qu'il y a de l'argent pour les assos. Donc, si vous voulez aller plus loin sur la notion de recherche de fonds, c'est un autre module de formation chez nous. N'hésitez pas à mettre un petit message à la Cité des métiers après le webi pour leur dire on a adoré, c'était trop bien, on voudrait la formation recherche de fonds d'assopreneurs. Et dans ce cas-là, on organisera une nouvelle session. Parce que c'est vraiment un module à part. Comment aller chercher de l'argent dans les fondations, je peux vous faire 3 heures, 4 heures, 10 heures là-dessus. Mais en tout cas, il y a de l'argent dans les fondations et fonds de dotation. Et ensuite, vous pouvez bénéficier de ce qu'on appelle le mécénat de compétences, le mécénat en nature ou le mécénat financier. Donc ça, le mécénat, en fait, c'est quand une fondation ou un fonds de dotation vous donne de l'argent, mais c'est aussi quand une entreprise peut vous donner de l'argent, ou c'est quand un particulier vous donne quelque chose. Vous voyez, la notion de mécénat, c'est un peu la même notion que le don. Voilà, donc soit on vous fait un don en compétences, soit on vous fait un don en nature, soit on vous fait un don financier. Le don financier, c'est je te donne des euros, tu me donnes mon reçu fiscal, tout va bien. Ça, tout le monde connaît. Le don en compétences, le bénévolat de compétences, est-ce que vous connaissiez déjà? Je veux bien que vous me disiez dans le chat. Donc, le mécénat de compétences ou le don en compétences, c'est quand une personne va vous aider gratuitement sur ses zones de génie, sur ses compétences professionnelles. Par exemple, un spécialiste RGPD qui vous fait toute votre stratégie RGPD dans l'assaut. Un avocat qui décide d'accompagner votre assaut gratuitement en pro bono. Vous voyez? Ça, c'est ça. En fait, oui, on pourrait appeler ça du bénévolat de compétences. En fait, la différence entre mécénat de compétences et bénévolat de compétences, c'est que le terme mécénat implique qu'on a donné un reçu fiscal. Alors que bénévolat de compétences, il n'y a pas de reçu fiscal, puisqu'en France, le bénévolat, c'est gratuit. On doit pas faire de cadeaux à nos bénévoles. Nos bénévoles nous aident gratuitement. Il faut vraiment faire attention. Mais le mécénat de compétences, c'est une sorte de bénévolat de compétences, mais très, très, très encadré avec une fiscalité propre. Ça veut dire que l'entreprise va mettre à disposition ses salariés pour vous sur des jours dans l'année et votre asso va lui donner un reçu fiscal, vous voyez, pour qu'elle puisse diminuer ses impôts. C'est très encadré, on ne peut pas faire n'importe quoi avec ça. Toutes les entreprises n'ont pas le droit de le faire. Donc souvent, ce qui se fait plutôt là, c'est le don en compétence, c'est le bénévolat de compétences, c'est le don en compétences sans reçu fiscal, ou qu'on appelle aussi pro bono, où c'est beaucoup plus simple, où les professionnels, les experts font des choses gratuitement pour vous, votre asso, dans leur zone de génie, et ne demandent pas de reçu fiscal. Voilà. Ensuite, ce que vous pouvez faire en philanthropie,
pour aller chercher de l'argent, c'est vos 6 événements. Je l'ai dit tout à l'heure, vous avez le droit de faire 6 événements par an, où vous allez faire autant de ventes commerciales que vous voulez, ça ne va pas gonfler les 25% max que vous avez le droit de faire. Parce que les 6 événements sont un petit peu dans une bulle protégée. Donc c'est ce que je disais, un festival, loterie, tombola, marché de Noël, kermesse, ce que vous voulez. Il y a plein d'autres colloques, les assises, une journée nationale de, enfin, vous pouvez imaginer plein de choses. Et peut-être, donc, si vous avez de la chance dans la philanthropie, il y a aussi les subventionnements publics. Ça fait partie des 75% de philanthropie. Tout l'argent qui va venir en mode subvention des pouvoirs publics, ça rentre dans la philanthropie. Mais les subventions des collectivités, de votre mairie à la région, hein, il y a différents échelons territoriaux, hein, en France. Bah, si vous avez de la chance d'en avoir, franchement, bravo. Mais il y a de moins en moins d'argent. Moi, ça fait 20 ans que je dirige des assos. Et sincèrement, il y a beaucoup moins d'argent public qu'avant. C'est hyper difficile d'en obtenir. Si vous avez un copain, un ami, quelqu'un que vous connaissez bien dans le système, vous aurez de l'argent. Si vous connaissez personne, vous aurez rien. C'est très clair, ça passe que par le réseau. Et aussi, il faut que vous... Et souvent, vous pouvez trouver de l'argent si jamais vous intervenez dans les QPV, les quartiers prioritaires de la ville. Là, il y a de l'argent qui est fléché. Donc en fait, si vous rentrez dans les... Si vous cochez les cases des financements fléchés, alors vous aurez de l'argent. Mais si vous n'êtes pas dans les QPV et si vous n'êtes pas sur les publics dits fragiles, publics fragiles, c'est personnes avec handicap, personnes éloignées de l'emploi depuis plus de 2 ans, les femmes, les personnes qui sont immigrées ou en déplacement de population. Voilà, c'est à peu près ça les publics dits fragiles. Olivia, les événements organisés dans l'asso sont toujours à but non lucratif. En fait, oui, complètement. En fait, la notion de à but non lucratif, ça, c'est le statut juridique de l'association. L'association loi 1901, elle est à but non lucratif. Ça veut dire que dans une association, les membres de l'asso n'ont pas le droit de se partager le résultat positif de l'année. C'est ça que ça veut dire à but non lucratif. Voilà. Voilà. Et dans le reste de l'année, tout ce que vous faites, vous n'avez pas besoin de vous demander si c'est à but non lucratif ou pas. Ça, c'est rattaché au statut juridique de votre structure, l'association. Et tout le reste de l'année, vous devez respecter ce qu'on appelle l'intérêt général. C'est l'intérêt général, c'est cette notion-là qui compte. Et donc, tout ce que vous faites, ensuite, soit ça rentre dans la partie philanthropie, 75%, soit vos actions, elles rentrent dans la partie vente commerciale. Même si vous faites une vente commerciale, ça ne change pas le statut à but non lucratif de votre asso, hein, voyez. Parce qu'on a le droit de faire 25% de vente commerciale. Voilà. Je continue, n'hésitez pas à me dire si c'est pas clair ou si vous voulez plus de précision. Donc là, on a vu le mix le plus représenté pour votre recherche de fonds dans la partie philanthropie des 75%. Et maintenant, on va voir le mix le plus représenté pour le petit carré des... Vous aviez un gros carré à 75%, et ben là, il y a un petit carré à 25% sur les ventes commerciales qu'on a le droit de faire. On va regarder ça. Parce qu'en fait, cette partie vente commerciale qu'on a le droit de faire, je vais en parler un petit peu plus dans ce webi parce que souvent, on n'est pas au courant, on ne connaît pas et on ne le fait pas, alors qu'on a le droit. Ou alors, on hésite, on n'est pas sûr. Donc, je voudrais vraiment que vous preniez conscience que vous avez le droit de faire 25% du total de tout ce que vous collectez sur un an, ça représente un certain montant. Ben, 25% de ça a le droit de venir de vente commerciale. Donc, les ventes commerciales, ça peut être le sponsoring des entreprises. Est-ce que vous avez déjà entendu ce mot, le sponsoring des entreprises? Je veux bien que vous me disiez, j'en profite pour boire un petit coup. Ronald, non, pas encore. T'as pas encore entendu parler de ça. Olivia non plus. Ariane, tu dis oui. Ok. Donc là, vous êtes partagés là-dessus. Et PK, oui. D'accord. Donc le sponsoring des entreprises, c'est en fait un partenariat avec l'entreprise où vous allez vous adresser à la direction commerciale de l'entreprise et vous allez dire à l'entreprise, écoute, moi je fais un événement, ça marche très bien avec les événements, les sponsoring. Entreprise, moi je vais faire un événement, par exemple mon AG, mon tournoi annuel, mon festival annuel, mon colloque annuel, et j'aimerais te mettre en avant. J'aimerais que mes bénéficiaires, qui sont tes clients, tu puisses être vu par tes clients qui sont mes bénéficiaires. Donc en fait, ça veut dire que vous allez proposer à l'entreprise un partenariat, vous allez dire, bah, tu me donnes entre 500 et 1500 euros, et moi, en face association, je t'offre de la visibilité, je te mets un stand, je te laisse prendre la parole à l'ouverture officielle de mon événement, je vais mettre ton logo sur mes tote bags, et ci, et ça, et truc. Je vais faire des posts sur les réseaux sociaux, je vais mettre ton logo sur mon site internet, vous voyez. Le sponsoring, c'est assimilé à de la vente commerciale, parce que il va y avoir des contreparties pour l'entreprise. L'entreprise va vous donner de l'argent et vous allez, vous, l'asso, lui offrir des contreparties. Donc, il faut que vous reteniez un petit truc, c'est que quand qui dit don défiscalisable égale zéro contrepartie. Quand vous donnez un reçu fiscal à quelqu'un, c'est que, un, vous respectez l'intérêt général et que, deux, vous n'avez pas offert de contrepartie à cette personne.
S'il y a une contrepartie qui est donnée, qui est offerte à un donateur, alors vous ne pouvez pas donner de reçu fiscal, voyez? Donc, le sponsoring d'entreprise, comme il y a une contrepartie de visibilité, de service, tout ça, et ben donc, il n'y a pas de reçu fiscal et c'est une vente commerciale. Ariane, si tu peux poser dans le chat ou alors très très vite à l'oral parce que j'ai très peu de temps pour le Weby. Je le ferai dans le chat, il n'y a pas de souci. Ah ok, bah je te remercie. Pardon, c'est un petit peu court. Mais si jamais je comprends pas ta question dans le chat, on le fera à l'oral. Ok, merci. Donc j'attends ta question et j'y répondrai tout de suite. Donc le sponsoring, on l'a vu. Vous pouvez aussi faire de la vente de produits ou de services à des clients que vous allez trouver. Et on détaillera ça juste après parce que c'est hyper important. Généralement, quand on fait de la vente commerciale, on va pas s'adresser à nos bénéficiaires solidaires. Vous voyez, ça va. Souvent, quand on est sur ces 25% là, eh ben, on va s'adresser à des gens différents. Les entreprises qui vont acheter, qui vont devenir sponsors, les entreprises qui peuvent devenir clientes parce qu'on va faire un atelier dans l'entreprise. Ou alors, on va s'adresser à des personnes qui vont acheter un produit ou un service créé par notre asso. Mais souvent, c'est pas du tout les mêmes personnes que celles qu'on aide au quotidien et pour qui on agit au quotidien. Vous voyez? C'est vraiment une autre façon de voir les choses. Et ça ne remettra pas en cause le statut d'organisme à but non lucratif, qui est un statut attaché au statut juridique. Ça ne remettra pas en cause ça, je vous assure. Donc, vous pouvez vendre des produits ou des services. Vous pouvez avoir une boutique donc commerciale où vous allez vendre des produits. Recoucou et je coupe ton micro et recoucou. Coucou à toi. Donc, vous pouvez avoir une boutique commerciale où vous allez vendre des produits ou des services. Tu n'y arrives pas, Ariane, tu veux poser ta question, c'est ça? Ou tu n'avais peut-être pas baissé la main? Non, j'ai juste pas baissé la main. Ok, ça marche. Merci. Et vous pouvez aussi avoir une billetterie commerciale. Par exemple, quand vous faites des événements, enfin, attention parce que les événements, il y en a 6 qui ont le droit d'être exonérés. Mais vous pouvez avoir une billetterie commerciale pour plein d'autres trucs. Voilà. En gros, qui dit commercial dit un prix de vente qui couvre tous les frais et qui en plus couvre une marge commerciale. Voilà. J'ai pas vu ta question dans le chat, Ariane, mais peut-être parce qu'elle est longue. Parce que après, on va C'est passer un à... peu long. Alors, écoute, vas-y à l'oral. Je crois que ce sera plus simple pour toi. Ok, Désolée. c'est juste, en fait, en fait concret, pour certains défis sportifs, ils demandent d'avoir justement de partir sur une asso à but non lucratif. Mm. Sauf que pour pouvoir y participer, il faut amener des financements et tous les financements sont justement en général soit de la vente de produits, soit du sponsoring. Il y a des dons, mais en vrai, c'est pas la majorité. Du coup, dans ces cas-là, quel type d'asso c'est? Parce que Oui, j'ai un peu de mal à comprendre. tu m'as parlé d'un tournoi, je crois, au début, hein, c'est ça? Pour les défis sportifs, entre autres, justement, enfin, qui sont normalement, les défis sportifs sont à but non lucratif, enfin, sont de l'argent qui revient après à des associations sur place dans les pays, etc. Mais nous, pour nous inscrire, on est censé avoir une asso à but non lucratif, Mhm, sauf que eux nous encouragent justement pour bah, arriver à obtenir les fonds, mhm. du coup, de faire justement bah, majoritairement de l'événement et du sponsoring. Oui. Donc, ça dépasse forcément 25%. Alors, donc ça, il faut faire super gaffe. Vous n'avez pas le droit de dépasser 25% par an de vente commerciale. On n'a pas le droit. C'est très très simple. Il faut vraiment aller chercher 75% en dons. Mais souvent, quand je regarde ce que vous faites payer et ce que vous pensez être vente commerciale, quand je vous dis, OK, dis-moi, montre-moi ton produit, ton service, ou montre-moi ce que tu vends, ton sponsoring, mets-moi le montant et dis-moi tout ce que tu fais à côté. En fait, souvent, je me rends compte que ce que vous pensez être un prix commercial, c'est une contribution solidaire, tellement c'est très peu cher par rapport à ce que ça vaut. Donc, il faudra Ok, les d'accord. vérifier. Ouais, il faudra les revérifier. Et c'est le sujet que je vais aborder après, où je vais aborder comment calculer le coût commercial théorique. C'est justement ça. Donc, pour toutes les actions, calculez votre coût commercial théorique. Si j'étais une entreprise qui doit être rentable, combien je devrais vendre? Et donc, après, vous regardez combien vous faites vraiment payer. Et quand je fais ce travail-là avec les assopreneurs, on hallucine, hein, parce que moi, je vous fais mettre tous les coûts, je vous fais mettre les heures de bénévolat, je transforme les heures de bénévolat en euros. Hein. On met tout, les déplacements, on met préparation, action, suivi. Et tout ça, souvent, bah, ça fait un truc vraiment beaucoup plus important que le prix qu'on fait payer. Donc, il se peut que dans ton asso, vous ne soyez pas en vrai prix commercial, mais en solidarité. Et sinon, tu as droit quand même à tes 6 événements par an. Donc, dans tout ce que tu vends ou dans ton sponsoring, si jamais les sponsorings sont liés à un événement, qui a donc une date de début, une date de fin, ça rentre pas dans les 25%. Donc, tu vois, on va souvent certainement réussir à sortir plein de trucs. Et, euh, et donc, peut-être qu'en fait, tu respectes très très bien les 25. Voilà. Ok, merci. Avec joie. Et donc, si on te dit autre chose, ne crois pas les gens qui te disent autre chose. Vraiment, la réalité, c'est ça. Donc, je continue. Si vous avez d'autres questions ou d'autres situations comme Ariane, il ne faut vraiment pas hésiter. C'est hyper intéressant.
Donc, modèle économique de la fiscalisation. Juste avant, on venait de voir le modèle économique de l'intérêt général, qui est donc est partagé par 92% des assos, et certainement par la vôtre. Si jamais vous ne pouviez pas respecter l'intérêt général, parce que, par exemple, vous ne rentriez pas dans l'auto-évaluation, il y avait un truc qui collait pas, parfois on veut respecter l'intérêt général, mais on ne peut pas, parce qu'on rentre pas dans les cases, etc. Et parfois, on rentre théoriquement dans les cases, mais en fait, on passe son temps à faire de la vente commerciale vraiment avérée. Parfois, il y a des assos, c'est vrai que leur modèle économique, c'est faire de la vente commerciale. Et c'est comme ça qu'elles peuvent ensuite aider des bénéficiaires à côté. Et dans ce cas-là, s'il n'y a pas les 75% de philanthropie pour contrebalancer, parfois, eh ben, on ne peut pas respecter l'intérêt général. Ça peut arriver. Et donc, dans ce cas-là, on est dans ce qu'on appelle le modèle économique de la fiscalisation. Alors, ce modèle, il est encore plus simple que l'intérêt général. Parce que là, vous avez le droit de faire 100% de ventes commerciales possibles, toute l'année. Il n'y a plus le minimum, le maximum. Vous avez le droit de faire autant de ventes commerciales avec un prix commercial toute l'année. Mais attention, ce serait trop beau. Vous me diriez, ah bah, hop, je quitte l'intérêt général et puis je vais là-dedans. Eh ben non, parce que dans ce cas-là, comme on ne respecte pas les conditions données par le Code des impôts, eh bien, on n'a pas le droit de donner des reçus fiscaux. On n'a pas le droit de donner le cadeau de la défiscalisation à nos donateurs et donatrices. Et en plus, notre association, elle est en fait soumise aux impôts commerciaux. Elle va devoir collecter la TVA si elle dépasse un certain montant de franchise de base. Elle va devoir payer l'IS, l'impôt sur les sociétés. Et elle va devoir contribuer à la CFE, la cotisation foncière des entreprises. Et en plus, dans ce cas-là, comme on doit faire tout ce qui est TVA, IS, tout ça, liasse fiscale, machin, eh ben, il faut avoir un expert comptable. C'est très, très, très vivement recommandé. Soit avoir un très bon logiciel de comptable, soit avoir un expert comptable. Les logiciels de compta qui existent, c'est par exemple compta.com, qui sont formidables, ou bien le Yapla, qui est un logiciel de gestion comptable pour Asso, qui est très bien aussi, Asso Connect, ou PepSep, voilà. Ce sont ceux qui existent. Ou alors vous prenez un expert comptable, mais un expert comptable classique, avec des êtres humains dans un bureau, c'est 200 € par mois. Voilà. Donc le modèle économique de la fiscalisation, il est très simple, mais quand on est dedans, ben, on n'a pas le droit de donner de reçus fiscaux, et donc on se coupe de tout ce qui est philanthropie. Tout ce qui était mécénat d'entreprise, mécénat des fondations, on ne peut plus y accéder parce que ces structures-là ont besoin du reçu fiscal derrière. Elles ne doivent donner de l'argent qu'à des structures d'intérêt général. Donc, vous voyez, souvent c'est pour ça qu'il y a 92% des assos qui font tout pour respecter l'intérêt général, parce que ça donne accès à la défiscalisation. Voilà. J'ai fini sur l'aspect, les deux modèles économiques, et maintenant, on va aller parler un peu plus de ces fameux 25% de ventes commerciales qu'on a le droit de faire. Parce que ça, c'est tellement pas connu que j'ai voulu creuser un peu plus avec vous. Parce que ça veut dire qu'il y a un petit peu de budget à aller chercher. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Et on va continuer sur comment est-ce qu'on fait pour différencier les actions solidaires de notre asso et les actions commerciales de notre asso. Voilà, on y va. Donc, qu'est-ce qui différencie une action solidaire d'une action commerciale? Eh bien, en fait, c'est pas la nature de l'action, mais c'est à qui on la propose, et à qui on la vend et à quel prix. Vous voyez? C'est pas la nature de l'action. Alors, ouais, on va aller voir ça. Je vous ai fait un petit tableau où on compare les actions solidaires de votre asso avec éventuellement les actions commerciales qu'elle pourrait mener. Donc, par exemple, on va prendre le fait que moi, j'intervienne là auprès de vous, Assopreneur. Nous, Assopreneur, on accompagne, on outille, on forme et on soutient toutes les personnes qui veulent changer le monde par l'intérêt général et qui donc ont créé une association pour entreprendre. Et pour faire ça, moi, je fais des formations. Je fais de l'accompagnement, du mentoring, je fais du collectif, du co-développement, mais je fais aussi de la formation, comme je suis en train de faire là avec vous, avec par exemple un module d'une heure ou d'une heure et demie, 2 heures ou 3 heures. Dans Assopreneur, cette action que je suis en train de faire avec vous, je le fais dans Assopreneur. Et je le fais bénévolement, gratuitement dans Assopreneur. Là, avec le partenaire Cité des métiers, je le fais aussi bénévolement, gratuitement. J'ai rien reçu. Donc tout ça, toute mon action, c'est de la philanthropie. Mais je peux très bien être payée par une structure. Par exemple, imaginons, on aurait pu imaginer que la Cité des métiers aurait pu me payer pour dire, toi, je te paye pour que tu puisses aller former les gens qui veulent participer à ce webby. Et donc, j'aurais été payée peut-être 500, 1000 € la formation. Mais vous voyez, c'est la même formation. Mais simplement que j'ai d'un côté une action qui serait commerciale, payée avec un bon prix, et de l'autre côté une action qui est solidaire, accessible gratuitement. Vous voyez? Et non financée par quelqu'un. Voilà. C'est ça la différence, en fait. C'est pas la nature de l'action qui change. J'ai la même action de formation, ou la même atelier, le même événement, mais c'est à qui je le vends et combien. Donc, l'action solidaire, il faut que ce soit les 75% de votre collecte de fonds, c'est lié à la notion d'action solidaire. Les actions commerciales, vous avez le droit d'en faire 25% par an, on l'a déjà vu, hein, pour l'intérêt général.
Et donc, l'action solidaire, en fait, c'est de la collecte de fonds en philanthropie. L'action solidaire, souvent, elle est financée par le modèle économique global et par la collecte de fonds, alors qu'une action commerciale, eh bien, en fait, elle est financée par la vente commerciale. Avec une marge, j'insiste, c'est avec une marge. Et donc, pour savoir si votre action elle est bien solidaire ou commerciale, eh bien, il faut que vous, si jamais vous avez le moindre doute, vous regardez les 4 P, comme on l'a vu tout à l'heure. Produit, public, prix, promotion. On va aller regarder ça et on va aller comparer ça à une vente commerciale que ferait une entreprise, par exemple. Voyez? Donc, le produit, vous voyez, ça peut être le même, action événement, ce sera la même action, le même événement. Mais ce qui va changer, c'est le public. D'un côté, en solidaire, je vais avoir des bénéficiaires solidaires qui souvent ne payent pas ce qu'on fait, ou parfois font un petit don. Et de l'autre côté, en commercial, mon public, ce sont mes clients qui ont acheté ce que je veux faire. Et le prix est un critère très important pour différencier vos actions solidaires des actions commerciales, hein. Le prix, souvent, la gratuité induit souvent que c'est d'intérêt général. Pas toujours, mais souvent. Donc, restez bien sur quelque chose de très, très accessible pour vos actions solidaires. Accessible en gratuité avec un don, accessible avec 5 euros, 2 euros, 2 centimes. Vous voyez, il faut vraiment que ça reste très, très bas. Sinon, très vite, dès qu'il y a un prix, on peut vite perdre l'intérêt général. Alors que le prix pour une action commerciale, de l'autre côté, bah, c'est un prix de vente qui couvre tous les frais, plus qui ajoute une marge commerciale pour que vous puissiez gagner de l'argent sur l'action. Voilà. Et au niveau promotion, je l'ai dit, il faut, dans la vente commerciale, vous pouvez faire autant de pubs que vous voulez, payer de la pub de partout, mettre un 4 par 3, faire la pub aux 20 heures si vous avez beaucoup d'argent. Mais en action solidaire, on ne doit pas communiquer comme le font les entreprises. On ne doit pas faire de la prospection agressive, vous voyez? C'est pas autorisé. Par contre, vous avez le droit de faire de la pub sur les réseaux sociaux. Maintenant, il y a un peu il y a la jurisprudence. Alors moi, je donne des exemples, hein. Je fais pas de conseil juridique, je fais pas de conseil fiscal, j'ai pas le droit d'en faire, c'est des professions réglementées. Mais vous avez le droit de faire de la pub sur les réseaux sociaux, c'est toléré. Voilà pour différencier les actions solidaires des actions commerciales. Alors, Olivia, tu ne comprends pas, il y a rarement de clients en asso, mais plutôt des adhérents généralement. Ben oui, Olivia, exactement, et tu as bien raison. Dans une association, les êtres humains qui sont avec nous, souvent ce sont des adhérents ou des bénéficiaires qu'on accompagne ou des bénévoles ou voilà, c'est souvent ça. Mais là, ce dont je parle, c'est que je vous disais bien tout à l'heure, attention, une action commerciale, on ne s'adresse pas aux mêmes personnes. Hein. Donc, dans l'action solidaire, tu vas t'adresser à tes bénéficiaires, tes adhérents, tes bénévoles, vous allez faire ça. Mais dans l'action commerciale, c'est autre chose. Vous allez prendre votre action solidaire, hop, et la proposer à d'autres gens en dehors de l'asso. Vous allez la proposer à des gens qui peuvent payer, qui sont clients, qui vont avoir envie d'acheter ce que vous faites au prix commercial. Il faut vraiment vous dire, c'est vraiment souvent en dehors. On ne vend pas à ses bénéficiaires, on ne vend pas l'action commerciale à ses adhérents, on ne vend pas à ses membres, vous voyez, à ses bénévoles. C'est vraiment pour des gens qui seront ailleurs. Voilà. N'hésitez pas si c'est pas clair, surtout, n'hésitez surtout pas. Donc, on a vu comment différencier les deux. Donc moi, je vous invite dans votre programme d'action à regarder toutes les actions que vous faites, tournois, ateliers, festivals, collecte dans la rue de déchets, quelles que soient vos actions, interventions, formations, voilà, quelles que soient les actions que vous faites, essayez de voir quelle est l'action solidaire que vous faites et quelle est l'action commerciale. Est-ce qu'il y en a qui existent? Et encore une fois, ça peut être la même action, et d'un côté, elle est solidaire, et pour d'autres personnes, elle sera commerciale. Et maintenant, on va voir comment on fait si jamais vous n'avez pas encore d'action commerciale. Partons du principe que vous n'en avez pas et que vous aimeriez en développer. On va voir comment faire. Est-ce que vous me suivez toujours? Est-ce que vous êtes toujours là? Je sais qu'on arrive bientôt à la fin du webinaire. Je sais que c'est un contenu un peu dense, mais vous pouvez retourner voir derrière les slides. Ariane, tu es là? OK. Zaki, tu as remis ta caméra pour dire que tu étais là? OK. Merci. Ronald, tu es là aussi? OK, top. Maya, tu es toujours là. Super. Et Oluwafemi, tu es là aussi. Génial. Eh bien, merci beaucoup. Merci de vos réactivités et d'être là dans le chat aussi. Donc, on y va. Imaginons que vous n'avez pas... Et Aline, tu es là aussi. Trop bien. Merci beaucoup. Donc, imaginons que vous n'avez pas déjà d'action commerciale ou si vous voulez en créer une nouvelle. Comment faire? Eh bien, moi, ce que je vous invite à faire. Comme une association, nous, on passe notre temps à aider des personnes, des êtres vivants, des animaux, des êtres humains, la planète. On prend soin des autres. Et ça nous prend tout notre temps. Donc souvent, on n'est pas là pour créer des produits ou des services qui seront vendus dans les supermarchés. On est bien d'accord que c'est pas notre rôle. On n'a pas le temps d'imaginer des trucs complètement différents. Vous voyez, c'est pour ça que je vais vous donner une technique, parce qu'on a très peu de temps et très peu d'énergie. Parce que tout ce qu'on fait, ça nous en consomme beaucoup. Donc le mieux pour créer des actions commerciales, pour les vendre, pour pouvoir aller chercher cet argent, les 25% de budget en plus, je vous recommande, en fait,
de vraiment vous positionner comme un expert de votre niche d'impact. Nous, les assos, ce qu'on fait, on le fait généralement très très bien, avec beaucoup d'expertise, beaucoup de professionnalisme. Souvent, on se forme et on devient un expert de notre niche d'impact, de notre secteur, de notre sujet. Par exemple, nous, Assopreneurs, on est experts de l'entrepreneuriat dans l'intérêt général, de l'entrepreneuriat associatif, de la direction d'association, du monde associatif. Voilà, on est devenu experts de ça. On forme, on informe, on outille, on explique, on soutient. On a une communauté de 700 personnes qui sont là-dedans. Et nous-mêmes, on est nous-mêmes une asso d'intérêt général. Vous voyez, on est devenu experts de ça. Et parce que je suis experte de entreprendre en association et que je le dis haut et fort, et que je le manifeste et que j'interviens, par exemple, ici, là, près de vous, j'interviens dans partout, eh bien, en fait, on va nous reconnaître comme étant experts de notre petite niche d'impact qui est l'entrepreneuriat de l'intérêt général. Et euh, on va donc m'identifier. Donc, je vous invite à vraiment vous positionner de façon très précise sur votre zone d'activité. Devenez expert de votre niche d'impact. Dites-le, verbalisez-le, expliquez-le. Et ainsi, vous êtes identifié. Et à partir du moment où vous êtes identifié et vous avez défini vous-même, vous avez vous-même identifié votre niche d'impact, votre zone d'expertise, votre zone de génie, eh bien, vous allez pouvoir choisir une des choses de ce que vous faites, une de ces zones de génie, une de ces expertises, et vous allez pouvoir, en fait, développer votre méthodologie, votre process et vos outils. Voilà. Et souvent, ça, vous le faites naturellement sans même vous en rendre compte, en fait. Pour aider vos bénéficiaires, soutenir votre cause, soutenir votre action et votre impact, vous avez développé cette méthodologie, ces process, ces outils, même si vous vous en rendez pas compte, même si ça n'a pas été écrit quelque part, vous le faites naturellement, et souvent très, très bien. Généralement, toujours très, très bien. Donc, vous avez identifié ça. Et donc après, demandez-vous, tiens, qui serait prêt à payer le prix fort pour ça? Pour l'avoir pour lui tout seul, et pas dans le cadre d'un collectif, pas dans le cadre de la solidarité, tout ça. Qui serait prêt en France à payer pour ça? Il y a toujours quelqu'un qui est prêt à payer pour ça. Par exemple, nous, Assopreneurs, notre formation là ici, comme je disais tout à l'heure, cette formation modèle économique que je fais avec vous là dans le cadre de la solidarité, là c'est gratuit, c'est bénévole, c'est pro bono. Mais je la vends, cette formation. Alors, pas à fond parce que je passe pas mon temps à la vendre, mais on vient me voir en fait plutôt pour me dire, j'ai identifié que tu étais experte l'entrepreneuriat de l'intérêt général. Je suis par exemple une fédération d'associations. J'ai 300 associations dans ma fédération et j'aimerais que tu viennes dans notre fédé former mes membres à ta méthode. Et dans ce cas-là, ben, comme c'est en dehors de ce que je fais gratuitement, on me paye pour le faire. Vous voyez? Ou alors, peut-être que des personnes qui voudraient créer une association et qui sont des personnes fortunées voudraient peut-être me dire, Claire, j'ai pas envie de participer à ton programme solidaire, à ta communauté solidaire. Je voudrais que tu m'aides avec des rendez-vous tous les jours de 30 minutes. Je te paye. Et donc, la personne me paiera un prix de coaching au prix fort, vous voyez. Voilà, donc c'est ça que je vous propose de faire. Identifiez vos zones de génie, identifiez votre méthode, vos process, vos outils, identifiez votre niche d'impact et demandez-vous qui serait prêt à payer. Et donc vous prenez ce que vous faites déjà, vous créez pas quelque chose de nouveau parce que vous n'avez pas le temps, pas l'énergie, et vous allez proposer ce truc-là à d'autres personnes. Vous voyez? Ça sort de l'assaut, hein. C'est plus, vous n'allez pas du tout faire ça dans le cadre de vos bénéficiaires. Vous allez le faire avec des gens qui veulent payer pour ça. Voilà, et donc ensuite, eh ben, vous vendez votre action commerciale par le réseau, par les contacts. On vend, on propose cette action commerciale à celui ou celle qui pourrait l'acheter, et puis ça marche ou ça marche pas, et on y va. Voilà. Qu'en pensez-vous? Je veux bien que vous me disiez dans le chat si, ce que vous pensez de cette méthode-là, de cette technique, et si est-ce que vous, tout de suite, là, vous auriez identifié peut-être votre zone d'impact, votre niche d'impact? N'hésitez pas à me mettre dans le chat. Moi, je suis spécialiste de nous, on fait ça. Voilà, je veux bien que vous mettiez ça dans le chat. Et en attendant, et ben en fait, voilà, maintenant, ce que je vous propose de faire, bah, c'est allons-y, hein. On identifie une de vos actions ou un de vos événements et on se demande qui serait prêt à payer ça pour l'avoir tout seul, pour lui tout seul. Voilà. Parce que souvent, en fait, c'est un peu ça. Souvent, ce qu'on fait pour nos bénéficiaires, ça se fait en collectif ou pour des publics spécifiques. Bah, là, qui est monsieur et madame tout le monde qui pourrait payer pour ça, tout seul, pour l'avoir tout seul pour lui chez lui. Alors, Ariane, tu es experte dans l'organisation d'événements, justement. Ah bah, super. Donc, imaginons que tu sois et ton asso, tu es dans le sport, j'ai cru comprendre tout à l'heure. Et donc, tu le fais côté professionnel et asso aussi. Et asso. Ok, bah génial. Donc, on pourrait imaginer, si jamais, que ton asso devienne prestataire de service ou propose de la formation pour former d'autres assos ou d'autres structures ou même des entreprises à l'organisation d'événements dans le sport, dans ta zone, dans ton secteur d'impact, en fait. Il faut rajouter le secteur dans lequel tu es. Et là, hop.
tout ce que tu fais, tous les tableaux, tous tes rétroplanning, tes diagrammes de Gantt, tout ce que tu fais pour les événements de ton asso, eh ben, ton association pourrait vendre cette prestation, ou c'est toi qui formes quelqu'un d'autre qui va te payer pour le faire. Et comme ça permet à l'asso de collecter de l'argent. Merci beaucoup d'avoir proposé ça. Toi, Aline, recrutement et management des éducs salariés. Ah bah alors, génial. On pourrait imaginer. Tu pourrais nous préciser même dans quel secteur tu as ces éducs salariés. Est-ce que c'est dans le handicap? Est-ce que c'est dans le basket? Ok. Eh bien, on pourrait imaginer que tu vas les cibler des personnes qui travaillent dans le basket ou sont dans l'univers du basket et qui pourraient avoir besoin de spécialistes en management et recrutement des éducs salariés. Des entreprises, des équipementiers, peut-être des boîtes pour qui le sport est très important, qui ont des valeurs de sport. On pourrait imaginer, et hop, tu vas utiliser tous tes process, toute ta façon de faire, que tu le fais pour ton asso, bah, tu le proposeras pour une prestation d'une semaine, d'une journée, d'une heure, consulting, formation, à quelqu'un, à une entreprise par exemple, qui va payer. Olivia, ton asso pour le burn-out des salariés et enfants en phobie scolaire. Alors, j'ai pas toujours la réponse, mais on pourrait imaginer peut-être de proposer une formation un atelier de prévention ou un atelier, on pourrait imaginer de vendre ça, par exemple, en entreprise, pour les salariés, pour sensibiliser les salariés, notamment qui ont des enfants, et pour qu'ils fassent attention, alors, prennent soin de leurs enfants et repèrent les signaux de la phobie scolaire, par exemple. C'était peut-être pas très clair parce que je l'imagine en même temps que je te lis là. Mais on pourrait imaginer que tu puisses proposer une formation d'une heure ou d'une journée à des entreprises pour sensibiliser leurs salariés à la phobie scolaire. Et l'entreprise te paye pour le faire. Par exemple, ça pourrait être ça. Et PK, est-ce que ça peut se faire via une chaîne YouTube? Mais en fait, oui, la façon dont tu vas vendre ton activité, tu peux la vendre par plein de canaux. Par contre, la chaîne YouTube, sauf erreur, c'est accessible gratuitement. Donc, c'est pas vraiment là où tu vas aller chercher l'argent. Par ta chaîne YouTube, tu pourrais avoir des dons. Tu pourrais faire des appels aux dons, par exemple. Ou tu vas peut-être avoir des recettes commerciales de publicité. Dans ce cas-là, effectivement, recettes commerciales de publicité, ça passe dans le commercial. Si jamais c'était ça que tu voulais dire, alors oui, ça sera dans l'aspect 25% de vente commerciale. Vous voyez, merci beaucoup d'avoir mis tous ces éléments-là. Voilà comment on peut imaginer de faire une presta. Souvent dans la partie prestation, les entreprises sont de très bonnes clientes pour nous, les mondes des assos. Pas que, mais les entreprises. Souvent aussi les CSP+. CSP+, c'est ce qu'on appelle les êtres humains, les citoyens qui ont qui ont des métiers de cadre ou agents de maîtrise et qui ont des bons salaires et qui donc ont un bon budget pour acheter des choses. Mais pas que, hein. Priscilla, ah coucou Priscilla, une membre Assopreneur, je savais pas que tu étais là. Vous êtes quelques-unes à être membre. Donc toi Priscilla, tu es experte en relations internationales, transition écologique et les objectifs de développement durable. Ouais, t'es encore une personne exceptionnelle, Priscilla, et tu es intervenante à l'ONU le 4 avril pour la Journée internationale de la conscience. On a une intervenante à l'ONU là, waouh, bravo. Et ben en tout cas Priscilla, on pourrait imaginer que son association vende les services de Priscilla par rapport à la transition écologique et tout ce que tu fais pour les peuples amérindiens du Brésil. On pourrait imaginer que tes interventions, tes conférences soient payées par des entreprises, par exemple, pour la journée du personnel. Imaginons des entreprises peut-être qui pourraient être créées par des personnes qui seraient peut-être originaires du Brésil, par des créateurs d'entreprises brésiliens, ou des entreprises qui souhaitent soutenir le Brésil, pourraient faire intervenir Priscilla et payer peut-être 2000, 5000 euros son intervention lors de la journée du personnel, lors de l'Assemblée générale de l'entreprise, etc., etc. Vous voyez, toute la compétence et l'expérience de Priscilla dans son asso peut être vendue à un moment donné à quelqu'un qui voudrait payer pour l'entendre. Voilà comment on peut imaginer créer ces actions commerciales. PK ou peut-être en RSE, oui. Alors souvent, quand l'entreprise vous fait intervenir, vous les assos, c'est souvent dans le cadre de leur RSE. Alors pour les personnes qui connaissent pas déjà ce terme, c'est la responsabilité sociétale ou sociale des entreprises. Ça s'appelle souvent aussi RTE, responsabilité territoriale des entreprises. Ça veut tout dire la même chose. C'est le fait que l'entreprise prend conscience qu'elle a un impact sur le territoire dans lequel elle est implantée et sur les êtres humains qui travaillent à l'intérieur de cette entreprise et qu'elle a un impact sur même les êtres humains qui vivent autour d'elle. Et c'est le fait de prendre conscience qu'une boîte ne peut pas faire n'importe quoi et n'a pas le droit de broyer la planète et les êtres humains. Et donc, dans le cadre de la RSE, les boîtes, elles aiment bien faire intervenir des associations lors de leur journée du personnel, lors de leurs AG ou dans l'année en proposant des ateliers très originaux souvent et assez incroyables que tout le monde propose dans les assos à leurs salariés. Donc oui, la RSE, c'est une grande
C'est vraiment souvent c'est pour ça que les entreprises achètent des services aux associations quand elles font des prestations de services. Carrément. Merci beaucoup d'avoir précisé ça. Voilà. Il va nous rester une petite quinzaine de minutes. On est super en timing. Je crois que j'ai jamais été autant dans le timing sur cette formation. Donc, merci beaucoup pour votre réactivité à chaque fois dans le chat. Donc, comment calculer le coût commercial théorique? Et on terminera là-dessus. Donc, on l'a vu tout à l'heure, où parfois on ne sait pas trop si l'action que l'on mène, si elle est commerciale ou théorique, commerciale ou solidaire. Eh bien, en fait, je vous invite à calculer le coût commercial théorique. Ah oui, il faut que je vous montre un document. Attendez, je mets pause, je coupe le partage d'écran et je mets pause je vais aller chercher un et je repartage mon écran. Voilà. Est-ce que vous voyez bien un document Excel qui dit transformer les heures de bénévolat en euros? Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que vous voyez? Oui, c'est bon. Maya, tu dis oui. Ok, merci beaucoup. Donc là, on est sur un document Excel où il y a deux onglets. Il y a l'onglet du calcul des heures de bénévolat pour les transformer en sous. Et il y a l'onglet pour le calculer votre coût commercial théorique. Je l'ai dit tout à l'heure, mais il faut absolument que vous listiez, comptabilisiez toutes les heures de bénévolat qui sont faites par vos bénévoles. Et si vous-même, vous êtes bénévole dans votre asso, ce qui est le cas de 90% des assos en France qui n'ont que des bénévoles, eh bien, vous devez lister toutes les heures de travail pour votre asso. Listez bien tout ça. Donc, nous, dans Assopreneur, on vous propose ce super modèle. C'est 20 ans d'expérience en direction d'assaut, hein, tout ce que je vous propose là, et une équipe de 3 personnes qui déploient des outils. On fait tout pour vous faciliter la vie, parce que c'est trop beau tout ce qui est fait en assaut, mais c'est très dur. Donc, je vous invite à utiliser ce modèle. Franchement, allez-y à fond. Et donc, vous allez mettre vos heures de bénévolat ici. Les heures, c'est en vert. Vous touchez pas à ce qui est en orange, c'est les cases qu'il faut pas changer. Vous allez mettre, par exemple, 1500, vous allez mettre 10 heures. Vous voyez ici, je mets 10 heures. Hop. Eh bien, donc, 10 heures, ça représente 0,01 ETP. ETP, ça veut dire équivalent temps plein. Un équivalent temps plein, c'est 1500 heures de travail par an. Et ça m'a transformé ça en un jour 40. Et donc, surtout, ici, je mets 30 euros en coût horaire. Et donc, 10 heures de bénévolat sur telle action, ça m'a donné 300 euros qu'en fait, j'ai offert à l'association. Donc, c'est pas du vrai argent qui sort ou qui rentre, mais dans votre comptabilité et dans votre budget, il faut le prendre en compte parce que, en fait, c'est ce qui est offert par les bénévoles à l'asso. Si on veut connaître le vrai périmètre de votre asso, il faut prendre en compte ces heures de bénévolat, il faut les transformer en euros. Le plan comptable des assos, il a changé il y a quelques années et il le prend officiellement en compte avec la classe 8, contribution volontaire en nature, CNV. Donc, je vous ai remis ce petit calcul du bénévolat qui est dans un autre modèle chez nous, mais je vous l'ai remis ici pour que vous puissiez l'avoir. Et le coût commercial théorique, donc j'ai changé d'onglet. Voilà, je vous ai fait le modèle ici. Donc, vous allez, en fait, comment ça va se passer? Vous mettez le nom de votre action, vous mettez le montant de votre tarif horaire. Par exemple, quand vous avez du bénévolat, vous considérez que c'est 25 euros l'heure de bénévolat, et comme ça change. Voilà. Et donc, vous allez ici, d'abord, vous listez les charges réellement payées. Par exemple, Ariane, si on reprend ton exemple de tout à l'heure, euh, si tu veux me le dire peut-être dans le chat ou à l'oral, me lister quelques charges si jamais tu es disponible là, pour l'événement que tu mets en place, pour lequel tu hésitais, quels sont les types de charges que tu as vraiment quand tu dépenses des choses? Ouais, bah typiquement, enfin, sur des événements, ça peut être, en général, c'est des événements où les gens se rencontrent, discutent. Enfin, c'est justement, c'est pour travailler, enfin, pour l'inclusion et pour les jeunes, donc voilà. Et bah, on va avoir, en fait, tout ce qui est prestation pour un événement type d'accueil de personnes. Donc déjà, bon, le lieu, on nous le prête tout le temps, donc ça va. Mais bah, ça va être tout ce qui est mobilier à rajouter si Voilà. besoin. Ça peut être, Donc le lieu. Par exemple, ce que tu me dis là, c'est qu'il y a un lieu. Donc moi ici, je mettrais par exemple lieu offert, mais il faut compter combien ça coûterait si jamais tu avais dû le payer. Donc tu vois, oui, lieu offert, eh ben, en euros, on va dire peut-être que c'est 500 euros la location de ton lieu. ouais, Tu vois, hop, je le mets. Je le compte dans mon coût commercial théorique. ok, Après tu as peut-être à boire, à manger, à acheter, ouais. peut-être Ah des oui, logiciels que tu oui, utilises. Donc, tu vas mettre une quote-part de frais de fonctionnement, tu vas mettre une quote-part de ci, de ça, tu vois. Tu imprimes peut-être des choses, des bannières, oui. de Ah, et l'équipement. de la prévention, beaucoup. Voilà, ton prévention. Alors, moi, j'ai fait une bêtise. Donc, tu vas mettre tout ça. Tout ce qui est là, tout ce qui est, là, ici, c'était les bénévolats, tout ce qui était offert. Mais ici, en haut, on va mettre tout ce qu'on paye vraiment. Donc, même si on vous offre des trucs, vous le mettez dans ce qui vous a été offert, ici. Et donc, Ok. on va mettre tous les coûts.
Voilà, tes matériels. Si jamais toi, tu te déplaces, tu as des groupes peut-être des groupes projets avec ton équipe de bénévoles qui organisent ça ou avec tes partenaires. Donc, Ouais. tu dois mettre toutes les heures de bénévolat dans la préparation, dans le jour J et dans ton suivi. Ok. Vous allez mettre aussi les temps de trajet, les frais de déplacement, s'il y a des gens qui sont venus en bus, en train, en voiture. Si les gens sont venus en voiture, hop, ici, je vous ai mis le lien des frais kilométriques, le barème fiscal. Donc, Ouais. vous voyez, on calcule tout. Ouais. Donc, on met tout ici. Donc, ici, vous avez la colonne pour mettre les heures, transformer les heures en bénévolat. Ici, vous avez la colonne pour mettre les kilomètres. Et ici, vous avez la colonne pour mettre les euros. Ça m'a coûté. J'ai imprimé des bannières j'ai fait imprimer des bannières sur Canva, Vistaprint ou une imprimerie locale. Ça m'a coûté tant, je mets. J'ai des kilomètres, je les mets. Ici, les kilomètres. J'ai du bénévolat, je les mets. Et on met tout ça, et ça nous donne un budget. Et du coup, par exemple, dans ce qui est en haut, du coup, bah, les frais réels, Mm. réellement payés, on met pas, par exemple, le local. Le local, c'est un prêt, donc on le met Alors, juste en bas. voilà, si jamais tu l'as payé, tu le mets bien en haut. Mais Ouais, si on te l'a offert, comme souvent on essaie de nous offrir plein de trucs, eh ben, tu le ouais, mettras ici, dans les contributions volontaires en nature, dont bénévolat et objets en nature. Donc là, ouais, je mettrai ici salle offerte. Si on ok, t'offre à manger, à boire, je mettrai après la valeur de ce que j'estime que ça vaut. ouais, Et donc, je rajouterai ici plein de choses. ok, Donc, on va avoir un sous-total très réel pour que vous sachiez quel est l'argent réellement qui sort, c'est important. Et vous allez avoir un sous-total aussi, valeur du don, valeur du bénévolat, valeur de ce qu'on m'a offert. Et vous allez avoir un total, qui est le vrai coût commercial théorique, ici. ok. Et j'ai mis une marge commerciale, je ne l'ai pas dit, mais ici, j'ai rajouté la marge commerciale ici sur les vrais frais. On est quand même sympa, on met la marge commerciale sur le sous-total des vrais frais. Mais j'aurais pu décider de mettre la marge commerciale sur un sous-total comprenant aussi ce qu'on nous a offert. Donc vous mettez votre marge commerciale, vous voulez. On vous a mis une marge commerciale de 30%. Vous pouvez mettre moins, plus, ça vous fait le calcul ici. Et donc, après, on se retrouve avec ce que ça vaut vraiment. Par exemple, cette action-là, j'avais fait l'exercice avec une membre en coworking. Son vrai coût commercial, c'était 2084. Et en fait, elle faisait payer 50 euros l'atelier. Et elle avait peur d'être en coût. Elle avait peur que ce soit un prix de vente. Elle me dit, oh mince, je suis en prix de vente, qu'est-ce que je vais faire? Et on a recalculé tout ça. Je lui dis, regarde, tu fais payer 180 ou tu fais payer 50 euros, mais ça te coûte 2084 en fait. Donc tant que tu fais pas payer 2084, t'es pas en coût commercial du tout. T'es pas t'es pas en commercial. Donc vous voyez, et souvent de faire ça, ce travail-là, ça vous fait prendre conscience de la valeur du coût pour l'association de ce que vous faites et de la valeur commerciale théorique de vos actions. Et le jour où vous voulez vendre ça en entreprise, par exemple cet atelier ou cette journée que vous avez faite là pour vos bénéficiaires, pour l'inclusion, comme tu le fais, Ariane, j'ai pas tout compris, excuse-moi si je dis des bêtises, mais bah, si jamais tu voulais proposer cet atelier pour sensibiliser les salariés d'une entreprise à ce que toi tu fais pour leur propre vie, eh ben, il faudra que tu fasses payer cette journée ou cet atelier au moins 2084 euros. Parce que l'entreprise doit payer, elle doit pas être en... Oui, Voilà. Voilà ce que je voulais vous proposer pour le coût commercial théorique. Est-ce que c'est OK si oui. allez, hop, je coupe l'outil, je reviens sur mon slide. Alors, je repartage mon écran sur le slide. Hop, voilà. Donc, vous aurez ce modèle-là. Je vous invite vraiment à embarquer dessus. Si vous voulez de l'aide pour l'utiliser, rejoignez-nous dans la communauté Assopreneur et on vous aide pour le faire. Et donc, maintenant, ensuite, une fois que vous avez identifié votre action, vous avez imaginé votre action commerciale, vous avez transformé votre action solidaire en action commerciale et vous avez mis un prix de vente qui est un bon prix de vente avec marge qui couvre tous les frais, alors maintenant, eh ben, vous allez vendre cette action. Alors souvent, quand on est entrepreneur, on n'est pas trop commercial dans l'âme, en tout cas, c'est pas ce qu'on préfère faire. Parce que si on avait adoré être commercial, on serait peut-être pas dans le monde associatif ou pas autant dans le monde associatif. Mais parfois, j'ai des entrepreneurs qui sont très doués en commercial. Donc il va falloir en fait devenir commercial de votre asso pour vendre cette action à celui ou celle qui va pouvoir payer. Je voudrais vous dire deux, trois petites choses là-dessus. Je vous invite dans ces cas-là à vous former sur la vente. Il y a plein de MOOC gratuits en ligne. Dans Assopreneur, nous, on a plein de formations sur la vente commerciale. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas une bonne méthode de vente. Jean-Claude Constant de Caméra Café à l'époque, ça n'existe plus, ça. Il y a pas de bonne ou mauvaise façon de faire. Vous allez trouver votre façon de faire. Vendez comme vous êtes. Vendez en restant vous-même. Ne vous transformez pas parce que sinon vous allez vous faire du mal. Restez comme vous êtes. Votre client a besoin de vous. Ce que vous vendez, c'est pas vous. Ce que vous vendez, c'est pas votre assaut. Vous vendez un impact. Vous vendez un service. Vous vendez du bien, du mieux pour votre client. C'est pas vous que vous vendez. Restez vous-même.
Et la technique qui fonctionne le mieux en commercial, c'est moi aussi. Vous avez vu tout le long de ce webi, j'étais pas en commercial avec vous, j'étais en solidaire, hein, mais tout le long, je t'ai dit, moi aussi, je fais ci, moi aussi, dans l'entrepreneuriat, moi aussi, je vis les mêmes choses que vous. Essayez de trouver des points de connexion entre vous et votre entreprise cliente en disant, moi aussi, je vis ça, moi aussi, je comprends ce que tu veux dire. Et vendre sans vendre, parfois, offrir un tout petit truc gratuit, ça permet de vendre. Alors attention, vous avez le droit de proposer un petit truc gratuit à quelqu'un avant de lui vendre quelque chose, mais une entreprise, il faut très, très peu de faire de gratuit avec les entreprises, parce que l'entreprise, c'est une structure commerciale. Voilà ce que je voulais vous proposer sur le modèle économique. Le modèle économique. Donc, vous voyez, tout ça, c'est toutes les formations qu'on fait dans Assopreneur. Et il va bientôt être l'heure, donc je vais m'arrêter là. Ici, ensemble, on a fait le module qui s'appelle numéro 6 dans notre formation dans Assopreneur. Et vous voyez, il y a plein d'autres modules. Si jamais ça vous intéresse, si vous avez envie, n'hésitez pas à faire des messages à l'équipe de la Cité des métiers ou alors à nous rejoindre dans Assopreneur pour qu'on on vous propose tout ça et qu'on voit avec vous comment vous aider à développer votre asso. Je veux bien que vous me disiez comment s'est passé ce module. Est-ce qu'il y a une pépite que vous emportez? Je veux bien que vous me disiez dans le chat. Et voilà, comment ça va? Comment vous sentez? Est-ce que ça vous a plu, pas plu? Enfin voilà, je vous écoute. Et si vous voulez nous mettre un petit témoignage, n'hésitez pas à scanner ici, aller sur notre page d'avis vérifié. Ça nous aide à nous faire connaître et ça nous aide à ce que d'autres assos nous connaissent pour être aidés et accompagnés. Et vous pouvez prendre la parole si vous voulez. Là, on est sur la fin du webinar et je vous remercie en tout cas. Et maintenant, je vous écoute. Maya, tu dis merci beaucoup, Claire. C'était clair pour le coup. Ouais, merci. Tant mieux. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une pépite que vous emportez? Ariane, vraiment très intéressant. Tu penses venir nous voir? Bah super, carrément, ce sera une joie. Aline, tu dis c'était top et clair. Ah, yes, merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres retours? PK, tu nous dis c'était très clair et merci Claire et excellente continuation. On me dit souvent que je porte bien mon prénom. C'est vrai, on me le dit souvent. Merci beaucoup pour ces retours. Alors, est-ce que vous avez d'autres retours? N'hésitez pas à me partager s'il y a un élément qui a vraiment été pour vous une pépite. Pas hésiter à me le dire aussi. Ça m'aide aussi à améliorer mes formations. Ronald, tu dis toi aussi très attractive. Ça veut dire très intéressant, je pense que tu voulais dire ça. Merci Ronald, c'est très sympa. N'hésitez pas si vous avez un autre commentaire. Ça, je ferai remonter aussi à la Cité des métiers qui aura envie de savoir si ça vous a intéressé ou pas. Et je pense ils seront ravis de voir que ça a pu, j'espère en tout cas vous être utile. Je l'espère, sincèrement. Eh bien, je vous remercie. Je crois qu'il n'y a plus d'autres. Je coupe mon partage d'écran. Merci à toutes et tous. Je vous souhaite plein de bonnes choses dans vos assos. Je vous souhaite de retourner voir le Webi, retourner voir le diaporama, regardez tout ça. Et si vous voulez de l'aide, n'hésitez pas à venir dans Assopreneur. Et je vous souhaite vraiment le meilleur et bravo pour ce que vous faites. Force à vous. Merci Aline aussi dans le chat. Merci à vous. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup Ariane.